Pourquoi je suis expert comptable ? Dans cette nouvelle saison, notre podcast explore les chemins de vie des acteurs de l'expertise comptable, leur parcours inspirant, leurs études, leur expérience, leurs défis et ce qui les anime au quotidien. Je suis Florian Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite à découvrir ensemble ces histoires uniques qui donnent tout son sens à ce métier. Bonjour Pierrick. Bonjour Florian. Merci de m'accueillir chez toi au sein des locaux d'Affichec. On va parler un petit peu de toi pour que tu nous expliques pourquoi tu es devenu expert comptable. Très bien, bienvenue au sein d'Affichec et j'espère pouvoir répondre à toutes tes questions. Merci. Ce podcast est propulsé par Penny Lane, la plateforme tout en un qui révolutionne le quotidien des experts comptables. Imaginez, plus de saisies manuelles fastidieuses, une collaboration fluide avec vos clients et toute votre production comptable centralisée sur une seule interface intelligente. Le résultat ? Un gain de temps considérable pour développer vos missions de conseil. Plus de 3500 cabinets ont déjà fait le grand saut vers plus de productivité. Rejoignez le mouvement sur pennylane.com. Avant de commencer, donc j'ai utilisé l'IA et j'ai demandé est-ce que tu connais Pierrick. Alors je vais te dire ce qui me sort. D'accord. Et tu me dis s'il a pas fait d'amalgame ou pas. Alors Pierrick, expert comptable et commissaire aux comptes, actuellement associé du cabinet Affichec. Éducation, il a suivi la formation classique vers expertise comptable, DCG, DSCG, DEC. Carrière née le jour de Noël, en décembre 1990, à Châlons en Champagne. Il rejoint Affichec à l'issue de son stage professionnel et y construit sa carrière. Politique, actuellement président de l'IFEC, donc l'Institut français des experts comptables pour la région Île-de-France. Il a eu différentes fonctions en amont auprès de l'IFEC, l'Annexe et le CGUSC. D'hiver, il intervient régulièrement dans des podcasts et médias spécialisés, notamment pour partager sa vision du métier et des enjeux du conseil. C'est pas trop mal, j'avais jamais testé l'IA sur moi, mais non, ça reflète à peu près le parcours et la carrière, en tout cas le début de carrière que j'ai. Bon, tu vois, t'es déjà connu dans les IA. C'était ChatGPT que j'ai utilisé. D'accord. ChatGPT me connaît, faut faire attention. Donc, partie 1, on va parler de ton passé, ton parcours académique. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est le déclencheur que tu as eu à un moment où tu t'es dit, en fait, le métier que je veux là tout de suite, c'est expert comptable. Est-ce que tu te rappelles de ce alors je me rappelle surtout que c'est un pur hasard que je sois dans cette filière. D'accord. J'ai jamais eu cette vocation jeune de me dire il faut absolument que je devienne expert comptable, mais même plutôt un vrai hasard parce que je voulais au niveau du bac je voulais faire à peu près d'autres choses dans le domaine du sport et autres. Bac scientifique. Bac scientifique exactement. À Châlons-en-Champagne, comme ça a été précisé. Et finalement, c'est mon prof de philo dans un cours un samedi matin qui m'a dit d'aller aux portes ouvertes la semaine suivante d'un DCG à Châlons. D'accord. Et j'ai poussé la porte de ce DCG. Et finalement, je me suis dit que c'était pas trop mal parce que les matières scientifiques ou médecine, etc., où tout le monde m'envoyait un peu en orientation, m'attiraient pas. Et donc, je voulais voir autre chose. Et ce milieu entrepreneurial m'a plu. Même si au bout de 6 mois de DCG, j'ai failli arrêter. D'accord. Parce que la compta des premières semaines me paraissait pas tout à fait en adéquation avec ce qu'on m'avait expliqué du métier d'expert comptable. Donc j'ai failli tout arrêter et c'est pour le coup mes parents et un de mes profs qui m'ont convaincu de rester et d'aller jusqu'au bout et que c'était au bout de l'histoire, au bout des diplômes que l'aventure commençait vraiment et ils ont bien fait et je les remercie aujourd'hui parce que je suis pas sûr que j'en serais là sinon. Qu'est-ce qui t'a démotivé, on va dire, sur la partie comptable ? C'est que tu n'aimais pas le débit crédit ou rien à voir avec ce que tu avais vu ? Justement, côté scientifique, on fait vraiment des calculs plus poussés. Oui, alors moi le côté scientifique faisait partie des sujets sur lesquels j'avais pas forcément envie de continuer. Donc D'accord, ce qui m'avait plu sur l'expertise, c'était justement aller sur les sujets économiques, aller sur les sujets d'entreprise, un peu dans cette fibre-là. Et c'est ce qui m'avait été présenté en tout cas au moment des portes ouvertes là, du DCG. Pourquoi t'as pas fait par exemple l'ES où tu avais peut-être plus d'économie à l'époque ? Ouais, alors ça c'est le cursus logique. J'avais des bonnes notes dans donc les matières scientifiques D'accord. et puis on va dans le S, enfin dans le scientifique pour le coup. Et puis en fait tu suis le parcours un peu comme ça sans vraiment t'en rendre compte. J'aimais bien les maths, les maths, SVT, physique. C'est là où j'avais les bonnes notes. Donc cursus général, on nous poussait vers ça à l'époque en tout cas. Et après, on nous pousse vers la médecine, vers les prépas scientifiques et autres. Et c'est là où moi, c'était pas vraiment le souhait, donc j'avais cherché plein d'autres choses. Et de me dire d'être entrepreneur au service d'autres entrepreneurs, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et l'économie de base
voilà, de manière globale m'intéressait, l'entrepreneuriat m'intéressait, et donc le compromis de cette rencontre de porte ouverte en DCG m'a ouvert les portes dans cette filière, en tout cas. Un pur hasard en plus. Tu vois. C'est juste en discutant avec une personne que t'as... Avec mon prof de philo. Voilà. Ouais, non, mais Comme- le philo, expert comptable. c'est On n'aurait pas dit. c'est assez marrant hein, quand je raconte cette histoire, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça a commencé. Et les premières semaines, pour répondre à ta question, ça me paraissait très très abstrait, et je voyais pas où ça allait, enfin quel était l'aboutissement, on va dire, de tout ça, hein, parce qu'au début on apprend effectivement les fameux débits crédits, les premières écritures qui sont nécessaires pour comprendre la suite, mais au début ça nous paraît un peu nébuleux tout ça, et donc plus les années passent, plus on commence à rajouter, au-delà de la compta, les différents droits, et puis commencer à jouer avec tout ça, entre guillemets, pour être concret aujourd'hui et accompagner les clients en jouant avec tous les droits qu'on a appris, tous les sujets comptables, financiers, fiscaux ou autres qu'on a emmagasinés pendant nos études, quoi. Donc, non, c'est bien qu'on arrive au bout. Ouais, je vais bien te croire. Hein. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes différentes étapes? Donc, tu rentres au DSCG. Après, il va falloir finir cette première année qui devait être difficile. Comment tu passes en deuxième, troisième? Tu te dis pas je pars dans une autre Non, alors branche? j'ai eu ce moment au bout de 6 mois là, en retour de vacances de Noël. Je me souviens encore en me disant bon, j'arrête et je retourne en médecine, et puis voilà. Donc passer cette étape-là où on me convainc de rester et de tenter d'aller jusqu'au bout. Le DCG, moi, j'ai correctement passé, donc j'ai pas trop eu de sujet. Donc on bossait beaucoup hein, en DCG, DCG à Chalon, c'était relativement intense. Et on avait des profs exceptionnels à ce moment-là, qui sont pour partir en retraite, d'autres qui sont toujours d'ailleurs dans le DCG Chalon, avec qui j'ai encore échangé ces derniers jours. Et donc après, moi, je suis parti après mon DCG en master CCA. Donc j'ai fait 1 an à Valenciennes, et mon master 2 CCA, je l'ai fait à la Sorbonne. Et j'ai passé mon DSCG en même temps que mon master. Donc finalement, j'ai commencé mon stage expertise directement dans la foulée de ces 2 diplômes de master, CCA et DSCG. Tu nous expliques pourquoi je pars à Valenciennes, après je repars à la Sorbonne, opportunité ou Je suis parti le climat peut-être? en CCA, parce que nos profs nous disaient à l'époque plutôt de partir dans des universités. J'avais dit partout sauf l'Île-de-France. Et Valenciennes était à 2 heures de Chalon, ce qui était quand même relativement simple, et puis c'était une bonne école dans Parce les qu'à Chalon classements. même, il n'y a pas... Alors il n'y avait pas à l'époque de DSCG, maintenant il y en a, mais D'accord. à l'époque il n'y en avait pas. Donc on partait forcément de Chalon. Et donc Valenciennes était bien cotée, et voilà. Et puis au bout d'1 an à Valenciennes, je me suis dit on va tenter autre chose. Et donc j'ai tenté la Sorbonne, qui est on va dire, dans le top, voilà, selon les classements en tout cas, c'est pas moi qui le dis, une des meilleures formations en tout cas de France en CCA. Et donc j'ai tenté, j'ai été reçu à l'entretien, et donc j'ai fait mon année aussi très intense, celle-là, pour valider mon master CCA. Et en parallèle, j'ai passé mes 2 épreuves de DSCG que j'ai eues la première année là, quand je les ai passées, donc avec les équivalences, hein, le CCA il y a 5 équivalences sur 7, et il me manquait droit et compta que j'ai eu tout de suite, et ça m'a permis d'enclencher tout de suite sur mon stage expertise. On pourrait revenir sur ce moment-là où là, j'ai l'impression qu'il te met déjà un petit challenge. Tu vas à Valenciennes, tu aurais pu finir, sûrement là-bas, et là tu te dis, tiens, on va tenter, j'ai envie d'aller, je tente, Paris déjà que tu voulais pas aller. Et exactement. Alors bon, ça vient de plusieurs faisceaux. Bon, Valenciennes, j'ai pas forcément adhéré avec la ville, etc. Donc j'avais envie de voir autre chose pour le coup après 1 an. Donc j'avais postulé à Lille et du coup à la Sorbonne, en me disant bon, il y a très peu de chances que je puisse y accéder. Et puis finalement, alors ce qui est marrant, c'est que mon entretien à la Sorbonne, je l'ai passé avec la responsable du master CCA, où j'ai passé à peu près 3/4 de mon entretien à parler d'André Malraux, puisque j'habitais rue André Malraux à Châlons-Champagne. Et donc elle m'a lancé dessus, et donc on a fait sa vie, son œuvre, ses écritures, ses voyages au Cambodge, on est parti sur les temples d'Angkor, enfin on a fait tout un entretien comme ça sur
tout ce qui est André Malraux, sa vie, son œuvre, un peu culture générale, et puis à la fin quelques questions compta quand même. Et je me souviens être sorti parce que c'était des premières fois que je venais à Paris, moi, et retrouver mes parents qui m'avaient amené en voiture, et je leur ai dit moi, que j'ai pas trop compris leur Bah ouais, entretien. grand écart. Il est un petit peu pas sur nos sujets. Bon, après j'ai compris une fois qu'on était dans le master CCA à la Sorbonne, la sélection qui en était faite, et effectivement les profs privilégient une sélection aussi sur la culture générale. Et mais voilà, c'était assez surprenant pour une arrivée parisienne, en tout cas sur la Sorbonne en 2012. Comment s'est passée cette année à la Sorbonne, qui devait être très intense, et toi qui voulais pas Paris, qui arrive dans, enfin, le provincial, on va dire, qui reste C'est dans la ça. grande ville. Et ben alors, je suis arrivé, alors j'ai eu la chance de trouver un appartement pas trop loin, donc dans le 5e, à côté de la Sorbonne, donc ça permettait de tout faire à pied et pas vivre le métro tout de suite, ou très peu, quoi. Et donc j'ai fait une année intense parce qu'on bosse beaucoup dans le cursus, mais mais j'ai découvert Paris. Alors au début, quand je suis arrivé, je me suis dit bon allez, 1 an, ça va passer vite, il faut tenir. Et puis finalement, ça va faire 14 ans que je suis à Paris. Et j'aurais du mal à quitter, on va dire, le 5e arrondissement, parce que j'ai déménagé 3 fois, mais à 300 mètres les appartements les uns des autres. Et donc non, je m'y suis fait, j'ai adoré Paris, et puis après on se prend à la vie parisienne, et même si quelques attaches toujours en province, ça reste pour un début de carrière, en tout cas, aussi une opportunité professionnelle en tout cas, que j'ai toujours estimé être un peu plus grande que retourner en province, puisque j'avais le choix de repartir à un moment donné, mais en tout cas, je privilégie la vie professionnelle à Paris. Du coup, tu finis le master CCA, tu passes les 2 épreuves, et là, du coup, il faut chercher un lieu pour faire ce parti Ouais, stage. et alors là aussi, c'est encore des anecdotes. De toute façon, toute ma vie, il y a beaucoup d'anecdotes. Donc j'étais en stage de fin d'études quand j'étais en master CCA. Et dans mon stage de fin d'études, je pars en mission d'audit. T'étais en cabinet, là. En cabinet d'expertise et d'audit surtout. Et je pars en mission à Poitiers avec des cocacs. Et le cabinet où j'étais m'avait proposé de m'embaucher non pas en septembre, mais en janvier. Ok. Et donc je parlais avec les cocacs en disant bon bah moi alors je voulais faire de la transaction. Je voulais pas forcément faire de l'expertise ou de l'audit classique. J'avais ce truc où ça m'attirait, j'avais envie de faire de la transac. T'avais fait quand même du stage un peu de compta, ou t'avais fait que de l'audit? J'avais fait en DCG mes stages en compta, en master plutôt audit, et j'avais envie de voir autre chose, et ce côté audit d'acquisition, évaluation, etc. Enfin, tout le côté finance entreprise m'a toujours plu, et je voulais vraiment aller dans ça. Et donc je me retrouve en cocac à Poitiers en mission avec un confrère aujourd'hui, Laurent Lebar, qui me dit Laurent, bah écoute, nous on vient d'avoir un nouvel associé en transaction dans le cabinet où il était, et et donc il organise un rendez-vous avec lui pour voir. Et donc je me suis fait embarquer dans cette aventure, donc j'ai rejoint Cofigex à ce moment-là. Et en fait, j'ai fait 3 ans avec le même associé, mais dans différentes structures, et uniquement en transaction. Donc le début de carrière a été un peu mouvementé, et il s'avère que donc j'ai fait mon stage d'expertise plutôt en transaction, que j'ai fini pour faire court donc en 2017, fin 2016. J'ai passé mes écrits du DEC du coup en mai 2017, mon mémoire dans la session d'après, et j'ai rejoint Infigec, mon mémoire en mai 2018, pardon, et j'ai rejoint Infigec en novembre 2017. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu un petit peu dans les transactions? En fait, je trouve que c'est les missions quasiment les plus intéressantes aujourd'hui. J'aime vraiment ces missions-là parce qu'en fait, on doit comprendre en 1 semaine ou 2 semaines toute l'entreprise, son modèle économique, ses flux, son organisation,
ses enjeux financiers, sa situation financière, sa rentabilité, ses perspectives, et identifier les risques pour les investisseurs. Donc nous, on bossait essentiellement pour des fonds d'investissement. D'ailleurs, c'était mon mémoire de DEC, hein. C'était le conseil stratégique de l'expert comptable auprès des fonds d'investissement dans le cadre de leur prise de participation dans les PME. On se souvient toujours du nom à rallonge. Voilà, c'est très très long ce nom, mais et puis c'est pas que ça, c'est méthodologie d'acquisition derrière. Bon bref, j'ai raccourci la fin, mais oui, pour y avoir passé suffisamment d'heures dans son mémoire de DEC, on le connaît par cœur à la fin. Et donc voilà, donc c'était des missions que je trouve ultra enrichissantes et ça permet d'apprendre parce que ça permet en 2 heures de réunion de lancement où il faut comprendre l'organisation, le modèle économique, la situation financière, où l'entreprise va. Après, il y a tout l'audit où on doit prendre tous les cycles d'audit les uns après les autres et comprendre la situation économique et financière de la boîte, ce qui n'est pas forcément le cas en compta. Et après, apprendre aussi à rédiger des rapports simples, synthétiques, concis. Et d'ailleurs, la rédaction, c'est pas forcément la force de nos filières à la base. Et cette approche, en tout cas, des due deals et des rapports auprès des comités d'investissement qui sont souvent un peu exigeants. Et moi, d'être arrivé avec un associé, finalement, j'étais son premier collaborateur dans cette nouvelle structure. Et ben, il m'a tout de suite fait confiance et je me suis retrouvé un peu en lien direct avec des fonds, etc., pour faire des présentations et autres, qui faisaient avec moi, évidemment. Mais très très vite, il m'a fait confiance et donc ça m'a permis de monter, je pense, assez vite en compétence sur le sujet. Voilà. Après, c'est des missions exigeantes, stressantes, avec beaucoup de pression. Et puis un aléa, hein, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher toutes les semaines des nouveaux jobs. Donc c'est pour ça, même si je continue à en faire au cours de l'année, j'ai bifurqué un petit peu sur des métiers, enfin des clients aussi différents, mais c'est lié à l'opportunité aussi. Parce que oui, c'est moins, on va dire que c'est beaucoup moins classique. Tu sais pas vraiment comme sur la compta ou l'audit où on a la temporalité sur l'année. Là, c'est plutôt toi, ça change au cours de, mais c'est rythmé. Par contre, c'est 2 semaines quand tu t'en vas. C'est ça, et puis le temps de faire la mission, il faut faire le commercial pour avoir la mission d'après, et donc en fait c'est quand même des pressions, des saines pressions, mais qui sont exigeantes et ça peut être usant aussi avec le temps de faire ça. Je respecte ceux qui font ça tout le temps. Puis des clients très exigeants quand tu dis des fonds de pension. Alors les clients des fois, sont toujours exigeants, hein. Dans tous les Oui, c'est métiers, pas faux. ça n'existe pas, les clients pas exigeants. Enfin, sauf ceux qui vont chercher un prix, mais bon, après ça dépend son positionnement marché, mais et c'est normal qu'ils soient exigeants parce qu'on vend la marque expert comptable, il y a un gage de qualité derrière et donc il faut qu'on fournisse la qualité qui va derrière la signature qu'on met, quoi. Mais là, on regarde, donc tu fais sur des parties acquisition, donc très exigeant, stressant. Je reviens en arrière, Sorbonne, très exigeant, stressant. Et je vois, j'ai ma petite note, job étudiant en même temps. Est-ce que tu as fait un job étudiant du coup, en même temps que la Sorbonne, pour te stresser un peu plus, avant? Alors pendant l'année de la Sorbonne, non. En fait, j'ai été de mes 15 ans à mes 21 ans entraîneur notamment de tennis de table. Et donc j'étais très investi dans le club. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses pour le club, dont l'entraînement des jeunes qui me prenait je sais pas, une dizaine d'heures ou quinzaine d'heures par semaine à partir de mes 15-16 ans jusqu'au moment où je suis parti de Châlons. Et après uniquement pendant les vacances scolaires. Donc voilà, donc c'était un job passion, encore une fois, comme j'en ai un aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression de travailler. Je faisais ce que j'aimais et comme je le fais toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, c'était Ouais, t'avais pas pas un job forcément. étudiant où tu vas dans un resto, au McDo, au truc, c'est pas tout à fait le même job. Par contre, j'ai fait aussi des jobs l'été dans les cabinets où j'étais en stage en DCG. Je poursuivais généralement en CDD. Je l'ai fait de 2-3 ans, je sais plus, où j'étais assistant comptable pour aider les équipes sur place à la FCN.
Oh, mais c'est bien, ça te fait voir aussi que tu avais une appétence aussi au travail. Ouais, alors ça, par contre, j'ai toujours été ultra investi parce que pour le coup, j'avais pas forcément de job étudiant, mais j'ai toujours été dans les assos étudiantes partout où je suis passé. En 2011, j'ai été président d'une association qui s'appelle l'APGA, Association pour la promotion de la gestion appliquée, qui était l'association des DCG de Châlons. Et on avait fêté les 25 ans de la section en 2011, donc on avait fait venir, je sais plus, 200, 300 personnes sur une journée pour fêter les 25 ans. Donc il y a les 25 promos d'avant qui étaient venus, une grande partie en tout cas. Et là, cette année, on fait les 40 ans, donc j'ai pris 15 ans depuis. C'est toi l'invité maintenant. Voilà, je suis moins invité la semaine dernière, donc voilà, c'est le cycle qui avance, c'est normal. Pris un coup de vieux en même temps, mais donc j'ai fait la PGA. Après, j'ai eu un investissement à l'annexe tout de suite quand j'ai commencé mon stage expertise. Donc l'annexe Île-de-France où j'ai été président en 2017. Et après, j'ai fait 2 années de vice-présidence du CJEC Île-de-France avant de partir rejoindre le bureau national de l'IFEC et aujourd'hui la présidence de l'IFEC Île-de-France. C'est que tu t'ennuies ou tu as l'envie de partager peut-être? Non, je crois que je suis profondément engagé dans ce que je fais et quand je fais quelque chose, je sais pas le faire à moins de 1000%. Certains me disent des fois que ils savent pas quand est-ce que je dors, donc je C'est la dors question que bien. j'allais te dire. Je dors bien. Tout ça, c'est une question d'organisation, d'investissement, de choix. Encore une fois, c'est la passion de ce qu'on fait qu'on essaie de véhiculer. C'est la passion qui prend plusieurs formes et un engagement qui prend plusieurs formes. J'ai toujours des liens, par exemple, avec les 2 filières, DCG Châlons et Sorbonne assez forts, où j'essaie d'y aller tous les ans. J'ai des liens avec les profs, avec les étudiants qu'on prend en stage aussi, parce que je veux donner ce qu'on m'a donné à l'époque et en tout cas, j'ai toujours eu ce sens d'accompagner les jeunes pour venir dans nos filières et leur expliquer que ce qu'ils voient en cours, c'est nécessaire, mais que la vraie vie, s'ils vont jusqu'au bout, un peu comme ce qu'on m'avait dit à l'époque, va jusqu'au bout, c'est un petit peu différent. En mieux, en tout cas. Donc voilà, véhiculer ce message d'engagement et un engagement fort pour la profession. Parce que je crois que la profession est déjà une des rares professions où il y a autant d'engagement de tous les confrères, quel que soit le courant syndical, quelle que soit l'institution entre l'ordre et la compagnie de ce qui est fait. Donc ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Mais c'est un engagement aussi parce que on va basculer dans des années un peu de refondation, si on peut dire ça comme ça, qui est un thème qui va être un peu mis en lumière cette année. Et donc l'idée, c'est voilà, c'est de s'engager pour la profession et pour les professionnels qui l'exercent, à travers le syndicat et les instances, pour passer le cap de ces prochaines années. Et je suis intimement persuadé que la profession va s'adapter, elle va évoluer comme elle l'a toujours fait. Quand on parle aux plus anciens ou aux retraités, ils te disent bon, on a eu l'informatique, on pensait qu'on allait disparaître, on a eu Internet, on pensait qu'on allait disparaître, on a eu là récemment les blockchains, et en fait à chaque nouvelle technologie, on a l'impression qu'on va disparaître et on est toujours là et on a toujours plus en plus de chiffre d'affaires, plus en plus de collaborateurs dans le cabinet, plus en plus d'experts comptables. Donc, si tu veux, pas d'inquiétude et j'ai une très grande confiance en l'avenir de la profession. À partir du moment où on n'oublie pas notre socle, notre indépendance, science, conscience, indépendance, c'est quand même les 3 mots qu'il faut avoir en socle et en repère pour la pérennité de notre valeur d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Et donc mon engagement va là-dedans pleinement. Et dès qu'on peut influer, même auprès des pouvoirs publics ou des politiques ou autres, ben, on le fait et on essaye de promouvoir la profession. Ouais, c'est sûr, on est toujours le bras droit des dirigeants et ça qui est important. Et je pense comme toi, on aura toujours plein de boulot. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va sur la partie 2, si tu le veux bien, pour voir un petit peu comment s'est passée ta période de DEC. Alors, quels ont été les principaux défis que tu as pu vivre au niveau académique, personnel, et comment tu as réussi à gérer tout ça, ces 3 ans de stage? Alors, les 3 ans de stage où donc j'ai fait mes 3 ans en transaction, donc sur un rythme qui était
Soutenu? relativement soutenu. Je pense que le mot relativement est relativement faible. Justement, non, c'était intense, c'était très riche. J'ai appris énormément. Bien sûr qu'aujourd'hui, je sois capable de mettre autant de nocturnes au bureau ou d'investissement que ce que j'ai pu le faire à l'époque, en tout cas en production pure. En plus de ça, j'avais l'annexe. Ah oui? Comment tu gérais un petit peu le planning? Et ben là, pour le coup, ces années-là, j'ai pas beaucoup dormi. Non, la présidence de l'annexe, je dis souvent, c'est à Paris, en tout cas, c'est 95 événements et sur l'année, hein. C'est un bureau d'une quinzaine de personnes qu'il faut driver. Mais c'est des copains, donc ça se fait facilement. Et c'est un mi-temps pendant 15 mois entre le moment du lancement et le moment de la passation. Et ça, pour le coup, il faut le planifier. Et en parallèle, il y a effectivement le stage de deck. 3 belles choses quand même. Ouais, Le stage, du coup, il faut faire les rapports au bout d'un moment, il faut faire aller à l'ordre. ouais. Donc moi, j'ai essayé de tout faire à peu près dans les temps. Je pense pas avoir été trop en retard. J'ai suivi toutes les formations. Enfin voilà, de toute façon, je m'étais mis dans une logique de, de, de mettre ce deck derrière moi. Donc fallait aller au bout, il fallait aller le plus vite possible au bout. Il y a des confrères qui me disaient à l'époque, et je le dis maintenant aux jeunes, aux stagiaires, quand je fais des interventions à l'annexe haute, c'est ce diplôme, il faut le mettre le plus vite possible derrière nous, puisque nos vies perso évoluant, des enfants, une vie de couple, plein de choses qui font que tant qu'on est jeune, on peut encore y mettre un peu d'énergie, même du temps perso pour le faire. Donc j'invite tout le monde à faire le plus vite possible. J'ai essayé de le faire le plus vite possible. En tout cas, j'ai fait mes 3 ans et j'ai passé mes écrits directement derrière. J'ai démissionné pour rédiger mon mémoire de deck. Donc j'ai pris 6 semaines pour rédiger le mémoire de deck. C'est une prise. Tu le considères comme une prise de risque ou pas? Dans nos métiers, il n'y a pas trop de risque de retrouver un emploi. Donc à ce niveau-là, non, je me suis dit à un moment donné, il faut être focus et il faut du temps. Donc dans les 6 semaines, il y avait un bout d'été quand même. Et donc c'était l'année de la présence de l'annexe. Donc en plus de ça, j'étais complètement sous l'eau de cette présidence. Donc l'un dans l'autre, j'ai un peu, si on veut, sacrifié, mais j'ai pas sacrifié, j'ai investi sur d'autres choses. C'est un réseau de copains qui, en fait, est confrères aujourd'hui, avec qui on a eu des moments exceptionnels. Je dis souvent, cette année 2017 est une année qui restera gravée pendant longtemps dans ma mémoire, parce que c'est vraiment celle où on a créé une cohésion, et l'annexe, c'est vraiment là pour ça. Ce que je dis souvent, l'annexe, c'est une des rares associations professionnelles, en tout cas, où on est tous au même point. Je dis souvent, plus vulgairement, on est tous dans la merde et on veut tous le même diplôme. Je vais me permettre de le dire. Et on a tous le même objectif, c'est ce diplôme. Donc, et on est à peu près tous de la même génération. Donc ça crée cette dynamique-là, et on s'entraide et on fait des événements pour les autres. L'annexe à Paris, c'est quasiment 1000 adhérents aujourd'hui. Donc voilà, il en faut pour tout le monde. Il y en a qui viennent pour des conférences, il y en a qui viennent pour les partenaires, il y en a qui viennent pour le diplôme. Donc il faut apporter tout ça. Et en fait, je pense qu'on a réussi à construire à ce moment-là une offre plutôt intéressante, parce qu'on a quasiment triplé le nombre d'adhérents en un an. Donc ça se maintient à peu près à ces taux-là. Et donc voilà. Donc il fallait coupler tout ça. Moi, le mémoire de deck, après, j'ai très vite eu le sujet en tête, parce que grosso modo, c'était ce que je faisais au quotidien. J'ai pas l'impression d'avoir réinventé grand-chose. J'ai plutôt expliqué ce que je faisais, et pour le coup, j'ai mis en place des outils dans le cabinet pour essayer d'automatiser des choses, et en tout cas être plus rapide, même si on peut pas tout normaliser dans des audits d'acquisition. Et tous ceux qui ont voulu... on a essayé, en fait, dès qu'on met en place un truc très chiadé, la mission d'après, tout explose. Donc c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer pour faire la méthodologie de due deal. Et donc l'ayant fait au cabinet, en fait, je l'ai utilisé pour mon mémoire, tout simplement. Et
je sais pas si c'est un apport à la profession, mais en tout cas, ça a plutôt été bien vu, parce que j'ai une note correcte sur mémoire. T'as trouvé plus l'écriture du mémoire compliquée ou plus la période notice? Alors moi, la particularité, c'est que la première notice, je l'ai envoyée, j'ai reçu un 4-2, et donc sur le thème que je t'ai donné tout à l'heure, où la personne m'expliquait qu'il allait faire l'audit d'acquisition sur des sujets transfrontaliers, chose que j'avais jamais fait. En fait, la personne m'amenait sur le mémoire qu'elle voulait que je lui écrive, je pense, et donc sur conseil de plusieurs, j'ai redéposé exactement la même en demandant à un autre jury. Et donc j'ai eu un 4-1 tout de suite et j'ai eu 15 au mémoire, donc a priori j'ai bien fait de maintenir mon idée. Je savais exactement ce que je voulais, en plus j'avais déjà commencé un peu à la rédiger, donc refaire un truc complètement sur autre chose, ça me plaisait pas trop, et surtout j'étais à peu près sûr que mon truc tenait la route, je savais où j'allais, alors que sur les orientations sur lesquelles on m'amenait, j'étais pas du tout à l'aise, c'est pas quelque chose que je maîtrisais, et j'avais pas envie de faire ça surtout. Puis c'est bien ce que tu as dit, c'est que tu as pris conseil auprès de tes pairs qui, du coup, te disent des fois, propose une autre solution que tu n'aurais peut-être pas pensé au départ. Exactement, mais c'est aussi la force d'être dans l'annexe à ce moment-là, c'est que tu gravites autour d'élus, syndicales, institutionnels, des intervenants divers et variés, des confrères. Et donc j'avais un prof en DCG qui me disait tout le temps, le métier que vous allez exercer, il y a 3 choses importantes, c'est le réseau et le réseau. Et je pense que c'est toujours vrai. Oui, il faut sortir de son cabinet. Voilà, il faut aller voir, et la première porte quand tu es stagiaire, mémorialiste maintenant, c'est d'aller à l'annexe, et donc j'invite vraiment tout le monde à y aller, parce que c'est une très belle association, et il y a plein de belles choses, et vous allez rencontrer des gens qui sont dans la même situation que vous. Après, il faut s'investir au CHIEC, dans les syndicats et dans l'institution. La motivation alors, au niveau de quand tu passes le mémoire, moi la question sur ta motivation, comment tu arrives à la tenir sur cette période qui est quand même intense, et est-ce que derrière cette motivation, tu avais adapté une stratégie, une méthode pour réussir? Non, alors moi j'ai pas eu de coach en accompagnement tout le long de mon process de mémoire. J'ai échangé avec C'était certains. un choix de ta part? Alors déjà à l'époque c'était moins une tendance. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu surfait ces histoires, mais alors il y en a qui ont besoin de coach. Ce que j'explique aux jeunes même qui sont chez nous, vous pouvez, c'est pas de sujet de prendre un coach. Je dis juste prenez-le, sachez pourquoi vous le prenez. C'est comme quand un client nous demande quelque chose, on demande le besoin, pourquoi de sortir le résultat. Et ben là c'est pareil. Certains il faut quelqu'un pour leur mettre Les cadrer, un cadre et un rythme, et les pousser le moment venu. Il y en a, c'est pour débloquer des moments de page blanche, ce qui nous est tous arrivé, que j'avais mis ce paragraphe-là dans la notice, putain, qu'est-ce que j'ai bien voulu, Qu'est-ce que j'ai bien voulu dire, et en plus il faut que j'en fasse 2 pages, ça va être long. Bon, ça, malheureusement, on a tous été confrontés. Donc à ce moment-là, il faut échanger avec des gens. Mais avant d'aller payer un coach, je dis, vous avez des associés dans les cabinets, vous avez des copains qui passent le deck en même temps que vous pouvez rencontrer des confrères à divers événements de la profession, et je pense qu'on est une des professions, on aide tous. Enfin, moi, j'en vois des mémoires, plusieurs dans l'année, que ce soit des stagiaires d'Afigec ou même d'ailleurs. Et on est toujours là pour aider à relire et à refaire. Donc, moi, j'ai pas du tout eu besoin de cet accompagnement. Par contre, j'ai échangé avec certains. Je me souviens, on a pris un verre avec Cyril Leveillard à un moment donné, et qui était président du CJEC à l'époque. Donc, on a fait une très très belle année 2017 tous les deux. Donc, j'étais en train de faire ma notice ou mon mémoire, et puis à un moment donné, j'ai eu un petit blocage, et puis on a pris un verre, et puis il m'a débloqué en fait. En parlant naturellement, et ben en fait ça m'a permis de débloquer la situation et de repartir dans la rédaction. Donc voilà, c'est entourez-vous, parlez, n'ayez pas peur d'échanger avec votre entourage. Et après c'est long, hein. Oui, il faut le dire. Et malheureusement, j'ai pas connu ChatGPT là qui t'a fait ton introduction, parce que je pense que ça aurait été plus rapide à rédiger. Il est rapide, Non, mais aujourd'hui, ce que je dis moi aux équipes, c'est utiliser la technologie. Vous avez raison. Maintenant, il faut le challenger, le rewarder et le mettre à votre sauce, puisque c'est votre sujet. Nous, on a tout rédigé de nos mains d'une page blanche, même si on a pris des bouts de paragraphes à droite à gauche pour compiler tout ça et en faire notre mémoire. Mais in fine, c'est notre propre rédaction
pur, quoi. Et 100 pages. Donc voilà, plus les outils, plus tout ça. Je pense que quand on dit qu'on s'approche des 1000 heures, on ne doit pas être loin si on additionne tout, du début à la fin, quoi. Donc toi, tu les as fait en 6 semaines. Alors la rédaction, oui, la notice avait déjà été validée avant. Donc la notice, je l'avais fait plusieurs mois avant. Par contre, le mémoire, oui, je me suis focusé 6 semaines, oui, à peu près. Ça devait être ça. Matin, midi, soir, tac, je sors pas. Hors su, parce que j'allais à l'annexe quand même, je voyais les copains, et notamment, mais c'est vrai que c'était relativement focus le reste de la journée. Alors moi, j'ai toujours bossé beaucoup la nuit. D'accord, Quand c'est une j'étais organisation de toute façon. Ouais. étudiant ou autre, je révisais la nuit. Pareil, la rédaction du mémoire, c'était relativement la nuit. C'est là où j'arrive à pas avoir de bruit, à être concentré sur mon truc, et c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était comme ça, donc j'ai passé quelques nuits à rédiger ce mémoire. Au niveau des écrits, comment ça s'est passé? Pareil, t'as pris du temps pour réviser, t'as fait des annales. Alors bon, là c'est j'ai envie de dire presque Joker. En fait, j'ai passé mes écrits en mai 17. Ouais. Si je dis vraiment la vérité, c'est que j'ai pas trop révisé mes écrits. Je m'étais inscrit Au talent. en me disant bon, on verra bien. Et on va le tenter une première fois. De toute façon, je n'avais pas mon mémoire. Donc, Oui, tu vas pour le sonder de rédiger. façon, voir ce que ça vaut. Donc, je vais sonder. Alors à l'annexe, on préparait les quiz déonto, etc., les StarCAC. Donc in fine, bon, c'est moi qui en ai préparé quand même pas mal. Donc le carré deck, je l'avais un peu épluché pour préparer les questions pour animer. Donc je lis le carré deck le week-end. Et le lundi, j'y vais, et je me dis, bon, la déonto, je pense que je l'aurai. J'étais à peu près confiant. Et là, pour le coup, j'avais rien préparé pour la révision. C'est un peu plus difficile. Et en fait, j'ai fait appel à un ami lâchement qui m'a donné sa doc, prêté sa doc pour la journée. Bah, c'est sympa. Et voilà. Et je m'étais dit, j'y vais pour voir. D'ailleurs, c'est là où j'ai pensé que les pré-mémentos auraient pu être utiles. Oui. Donc, ça a été mis en place avec l'ordre de Paris en mai 17. Moi, j'ai passé en novembre 17, pardon, juste après. On l'a mis en place c'était une convention tripartite, Francis Lefebvre, Annexe et Ordre. Et en mai 17, il n'y avait pas. Et donc, j'avais fait le tour un peu de tous les cabinets l'après-midi, parce que la déonto, c'était pas le même jour que la révision à l'époque, c'était en 2 jours différents. Donc, j'avais passé l'après-midi à trouver les mémentos. Donc, j'y suis allé un peu pareil. Bon, j'ai eu 10 ou 10 et demi. Enfin, j'ai eu juste ce qu'il fallait. T'as C'est réussi à te passé. débrouiller quand même, à trouver Voilà. la doc. Parce qu'on dit souvent, en fait, ce qui est difficile, c'est d'aller chercher dans la doc. Et bien s'organiser. Voilà. Alors, je sais pas si c'est ça, mais nous, en DCG, les profs nous apprenaient déjà à prendre les mémentos et à les feuilleter les mémentos et les chercher. Donc, je sais pas si c'est rentré à ce moment-là, mais on avait cette gymnastique qui était déjà faite dès le DCG. Et après, on m'a dit, encore une fois, hein, à l'annexe, on est là aux journées révision, et il y a quand même 6 journées complètes de révision de la révision qui ont lieu 2 fois par an. Donc on est présent quand on est président de l'annexe ou membre du bureau, etc. Donc on emmagasine de l'information. Donc je savais comment structurer les réponses, etc. Après, le seul truc, c'est de trouver la réponse dans la doc. Bon, ça, pour le coup, il faut avoir la bonne doc et trouver les bons paragraphes de la doc. Bon, je recommande pas ça aux autres. Moi, je l'ai tenté dans un trou de souris, c'est passé. Tant mieux pour moi, voilà. Ça aurait pu pas marcher du tout, mais voilà, j'ai validé comme ça. Donc c'est pas très valorisant parce que je l'ai pas. C'est passé. Voilà, c'est passé. C'est passé. J'ai mon deck, tout va bien. Pour toi, qu'est-ce qui représente ton mémoire de deck maintenant que tu l'as fini un peu? Est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait faire? C'est quelque chose qui t'a ouvert des portes? C'est quelque chose qui a été dur? C'est une étape indispensable, parce que si on peut pas dire expérimentable, c'est en même temps l'aboutissement et le commencement. C'est assez drôle parce que souvent on se dit, bon, le deck, quand on est étudiant, on se dit, ouais, le deck, c'est l'objectif. Puis en fait, le jour où tu as le deck, on te dit, bah, en fait, ça y est, ça commence. Et en fait, t'arrives pas à l'aboutissement, t'as basculé dans autre chose. Et ça, c'est très vrai. C'est très vrai à plusieurs titres. C'est très vrai parce que
une fois que tu es diplômé expert comptable, que ça soit en interne vis-à-vis des collaborateurs ou en externe vis-à-vis des clients, dès que tu mets diplômé expertise comptable, ne serait-ce que diplômé, pas encore inscrit, pas encore associé, mais déjà, tu as la première bascule de j'ai l'impression que ce que je dis est plus crédible que ce que je disais il y a avant-hier, quoi. Et Pourtant, t'as pas changé. non, j'ai pas changé. Et d'ailleurs, c'est aussi une erreur que certains font, c'est que on n'est pas meilleur avec le deck le lendemain de l'avoir que de la veille. Donc, euh, moi, je sais, certains, une fois qu'ils sont diplômés, ils viennent voir leur employeur en disant, bon, bah, je veux 30% d'augmente ou 40%, enfin, peu importe, le salaire d'un expert comptable, c'est de temps. Donc, c'est ce que tu es capable de produire, etc. Et on peut avoir des gens non diplômés qui ont les meilleurs REM et inversement, des gens diplômés qui n'ont pas encore l'expérience suffisante pour avoir les mêmes REM. Donc, mais par contre, la perception extérieure, là, elle a changé. Et après, c'est d'être capable ou non de mettre ce costume aussi. Et le costume, il a le moment où je commence à signer des dossiers. Après, il y a le moment où je deviens associé. Et ça, pour le coup, c'est chacun avec sa fibre, son appétence, son expérience, sa vie perso, professionnelle, ses ambitions, qui le met plus ou moins facilement et en fonction des opportunités aussi qu'on peut avoir. Donc voilà, en même temps, l'aboutissement et le commencement d'autre chose. Et je dis souvent, c'est un ticket de loto, ce diplôme qu'on joue quand on veut. Et une fois qu'on l'a, on a les bons chiffres, on en fait ce qu'on en veut. Et, euh, et c'est comme ça qu'il faut le percevoir et il faut construire sa carrière. Ça peut être en entreprise, ça peut être dans un cabinet, ça peut être en s'associant, ça peut être en restant salarié. Il y a de la place pour tout le monde. C'est en créant son cabinet, c'est en rachetant, c'est en s'associant, peu importe. Il y a de la place pour tout le monde et dans tous les modes d'exercice, du plus petit au plus grand, de la TPE aux très grandes boîtes, du RSE audio deal. Voilà, il y a de la place pour tout le monde et on est incapable dans la profession d'absorber tout notre chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore un peu de place. Maintenant, à chacun de définir sa propre stratégie pour se lancer ses projets et avancer dans sa carrière. Ouais, c'est un métier vaste et très enrichissant. Et donc, on va aller sur la partie 3, sur la partie après ton deck. Donc, ça y est, tu as ton deck, tu as changé de statut, comme tu le dis. Et donc, toi, comment tu as joué ce ticket de loto? Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme opportunité professionnelle? Bah alors moi, ce qui est marrant, c'est que dans ma tête, Mais j'avais alors, en plus, t'étais déjà employé quelque part ou pas, là? Alors je venais d'arriver chez Affijec 6 mois avant, et je m'étais toujours dit, le jour où je suis diplômé, je crée mon cabinet. C'était prêt, à peu près dans ma tête, dans la façon de penser, voilà, tout était à peu près organisé, déjà posé, et tout était prêt pour le faire. Et me voilà échangé avec avec deux membres du CODIR d'Affijec, Florent et Cynthia, et ils me font réfléchir autrement et ils me proposent de m'associer, enfin de rentrer dans le process d'association qui aboutira en 2020. Parce que là, actuellement, tu étais embauché en tant que collab, en tant qu'expert signataire. J'étais consultant dans l'équipe transaction, enfin financement de transaction, qui s'appelle chez Affijec. Et je commençais à développer à avoir des dossiers. L'année de mon deck, j'ai dû rentrer 50 000 euros de chiffre d'affaires. L'année d'après, j'étais à 180, après 280. Ah, voilà, c'est monté assez crescendo, mais je me suis tout de suite mis dans la fibre, je développe. Et je m'étais dit, au pire, je peux pas partir avec, mais je me suis forcé à avoir le mindset de développer, et ce sera que de l'expérience enrichie, parce que quand tu développes, au début tu prends une claque, après t'as une porte qui te ferme, t'as machin, donc il faut essayer de la rentrouvrir, et puis donc c'est de l'apprentissage aussi, et j'avais ce temps-là, et quand Florent m'a proposé, parce qu'en fait Florent Burtin, qui est président de Affijec, on va dire ça comme ça, je le rencontre au congrès à Lille en septembre 2017, et il me propose de le rejoindre. Quand je lui dis, bah là, j'ai démissionné, je finis mon mémoire et après, je vais chercher un autre projet. Et il me dit, bah rejoins-nous, tu viens dans l'équipe transaction. Et d'ailleurs, le jour où j'arrive au sein d'Affijec, si tu veux toute l'anecdote, donc j'arrive le matin et l'après-midi, on me propose une mission à Bercy de 3 mois là, de bosser sur le diagnostic de la loi Pacte. Donc je suis parti
travaillé pas à plein temps, hein, mais on était sur le diagnostic. Enfin, on a aidé ponctuellement en coordination sur le diagnostic. On va dire ça comme ça. Et, euh, et donc en fait j'étais dans l'équipe transaction et puis ça se lance et puis moi j'ai voulu lancer deux pôles dès le début, deux pôles qui m'intéressaient, c'est tout ce qui est PME innovante et tout ce qui est mission politique dans l'environnement politique. Et donc j'ai commencé à récupérer quelques petits dossiers comme ça qui rentraient par réseau. Donc un, c'est un réseau d'engagement personnel et l'autre, c'est grâce à un partenaire de l'annexe qui m'a fait rencontrer le parcours Change Plus à HEC, dans lequel je me suis associé depuis. Et, et donc dans ce cadre-là, on a fait un partenariat avec eux et donc ça m'a apporté les premiers clients qui m'ont fait confiance. Sachant qu'encore une fois, comme je l'ai dit, je n'avais fait que de la transaction. Donc j'ai dû basculer en expertise comptable. Alors, les premières fois où je suis rentré dans un logiciel compta, bon, c'était un peu... C'est ce que je veux dire, c'est une prise de risque. Là, tu te dis, j'ai pas fait toutes ces études pour me remettre. C'est difficile ou c'était plutôt toi, c'est un challenge. J'ai envie de le faire. c'est un challenge. C'est un challenge. J'avais, de toute façon, je pense qu'on développe des portefeuilles qui nous ressemblent, comme on a des collaborateurs qui nous ressemblent. Et s'il y a une porte qui s'entrouvre en termes de business, bah, il faut la saisir. C'est un peu bête de dire, oh, bah non, c'est pas pile poil dans ce que je veux. À l'époque, c'était dans la logique de dire, je veux développer si je reste chez Affigec, c'était pour développer le pôle transaction. Puis j'ai eu ces deux opportunités-là qui m'ont fait créer deux autres pôles et qui existent bien aujourd'hui, qui Pareil, tu développent fait bien. confiance de dire, tiens, tu viens juste d'arriver, je t'ouvre un nouveau pôle. Et Voilà, donc c'était ça où j'allais en venir, c'est que dans la réflexion, ils m'ont dit, bah, écoute, au lieu d'être entrepreneur à l'extérieur, on va faire une sorte d'intrapreneuriat. Donc en fait, on m'a laissé du temps pour que je puisse rémunérer, ce qui est confortable, hein, au lieu de se créer et partir de zéro, et pour développer. En partie, au début, j'étais tout seul, hein, donc je développais, je produisais, je faisais tout, quoi. Donc en fait, l'avantage, c'est que j'ai tout créé à ma sauce, même si on est dans un écosystème d'un groupe. Enfin, dans mes process à moi, de mes clients, c'est moi qui ai tout mis en place et on a tout créé. Donc c'était une sorte d'intrapreneuriat à l'intérieur d'un groupe. Et avec le recul, c'est la meilleure idée que j'ai eue de leur faire confiance et de les suivre. Parce que la force d'un groupe, c'est quand même d'avoir des fonctions support de qualité, d'avoir des échanges avec des associés qui sont d'une certaine qualité. Enfin, t'es pas tout seul chez toi. Tu peux embaucher un peu plus tôt que si t'es tout seul. Donc, t'investis un peu sur des gens. Donc, les premières recrues sont arrivées peut-être... j'aurais été tout seul, je ne serais pas engagé aussi vite, je pense. Et ça permet de passer des paliers de plus en plus vite et de s'appuyer sur un service paye qui fonctionne, sur un service social qui fonctionne, sur un service fiscal qui fonctionne, un service juridique. Et tout ça, c'est des missions internalisées. Donc, c'est dans nos chiffres d'affaires. Et donc, forcément, on développe un peu plus vite. Et même en crédibilité pour certains clients, parce que j'ai voulu avoir une typologie de clients assez grosse, voilà, sur un positionnement de ce que je connaissais le mieux. Parce qu'en fait, sur la partie innovation, je connaissais l'autre côté, c'est les fonds d'investissement qui investissaient dans les boîtes. Donc quand je me suis mis de l'autre côté, je dis le socle commun, on sait le faire, la compta, le juridique, le machin. Mais je vais vous apporter une vision de si vous voulez lever des fonds, comment faut réagir, comment il faut présenter les choses. Et donc voilà, on a inversé je suis passé de l'autre côté. Mais c'était assez marrant à faire, ce switch. Et donc ça m'a permis d'avoir cette opportunité, donc de me proposer l'association. Et donc j'ai passé l'agrément associé en plein confinement. Impeccable. C'est pas une grosse période de stress pour vous, les experts. Ouais, donc en plus, je fais ma présentation auprès du collège et de tous les associés, parce qu'on a un agrément à passer, on passe une sorte d'oral pour savoir le projet qu'on a, on porte et ça. Donc assis dans mon lit, parce que bon, là, petit appartement parisien, et ma femme était dans le salon, donc on n'avait pas 50 pièces, donc je fais ça dans mon lit. Et donc, on fait l'agrément et tous les écrans fermés. C'est un peu particulier. Beaucoup de questions après. Et après, il fallait faire le chèque pour s'associer. En plein confinement, on savait pas où l'économie allait, on ne sait rien.
Et voilà, j'ai pris le risque qui était mesuré, largement mesuré, mais à ce moment-là, on se dit, est-ce que c'est le bon choix qu'on fait, quoi? Hein. Parce qu'on part sur un nouveau projet, un nouvel investissement qui est important quand on débute sa carrière. Mais j'avais cet objectif d'être associé avant 30 ans dans un groupe, donc j'étais associé à 29, donc tout allait bien. Impeccable. Moi, la question que je voudrais te poser derrière, c'est en quoi le deck t'a influencé sur ta trajectoire? T'aurais pu faire la même carrière sans le deck, d'après toi? Non, alors je pense que c'est un des rares diplômes encore en France aujourd'hui où l'échelle sociale fonctionne. Euh, Moi, mes parents sont pas parisiens, sont pas dans le milieu entrepreneurial, ils sont fonctionnaires, ils ont pas fait des hautes études, voilà, ils vivent très bien, tout va bien, etc. Mais je suis pas dans un environnement qui m'amenait à être expert comptable à Paris dans des sujets comme ça. Donc je me suis fait un peu tout seul. Et par force de conviction, d'engagement et de passion, mais voilà, avec beaucoup d'investissement à côté. Je, je pense que si j'avais pas choisi l'expertise comptable, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Professionnellement, humainement, personnellement, ça apporte plein de choses différentes. Et je pense que c'est le plus beau métier qu'il y a à faire en France. Donc voilà, on s'éclate aujourd'hui et faire encore une fois une sorte de métier. Alors j'aime pas le mot métier passion parce que voilà, mais c'est presque ça quand même. On- des fois on se lève, on est fatigué, on se dit pfff. Mais bon, la plupart du temps on te lève avec l'envie de se dire bon bah qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est encore quelque chose de nouveau. Et puis chaque année il y a des nouveaux projets, chaque mois il y a un nouveau sujet, chaque jour même il y a des sujets qui arrivent, des clients. Donc on, Tu t'ennuies pas. on s'ennuie jamais. On adore ce qu'on fait et on voit grandir nos clients aussi. Moi, je dis tout le temps mes clients, que ce soit sur le milieu politique ou le milieu entrepreneurial, start-up, on va dire, bon, enfin, c'est surtout PME innovantes. C'est des gens passionnés et passionnants, parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Une start-up, ça veut révolutionner le monde de demain. Le politique veut aussi révolutionner le monde de demain. Et passionnant parce qu'ils ont des histoires incroyables à raconter. Le politique, il y a des moments de campagne avec tout ce qui va derrière. Et le monde de la start-up, il y a des levées de fonds, il y a des échecs, il y a des jours à deux doigts de couler parce qu'il n'y a plus de trésorerie. Et puis le lendemain, ils signent un énorme contrat. Donc il y a des hauts, des bas, des échecs qui se relèvent. Et puis on vit avec eux, on grandit avec eux. On avance avec eux. Il y a des clients que j'ai pris tout petits, qui aujourd'hui s'internationalisent avec des problèmes complètement différents, avec des levées de fonds en plusieurs dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions pour certains. Et donc, forcément, les besoins évoluent et nous, bah, on est là pour s'adapter à leurs besoins et essayer d'apporter toujours un nouvel accompagnement à la hauteur de ce qu'ils attendent, quoi. Est-ce que tu pourrais me donner des personnes ou des événements clés dans ton parcours qui t'ont inspiré ou qui t'ont aidé en fait? Alors, j'ai toujours été sous l'aile de plusieurs personnes, je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours fait un peu aider. Ou des mentors qui t'ont inspiré Ouais, c'est ça, peut-être? c'est des... Alors, je sais pas si je me suis inspiré, mais en tout cas, il y a une sorte de mentors qui m'ont pris sous leurs ailes à toutes les étapes de ma vie pour m'amener un peu plus haut que moi-même j'aurais pu imaginer. Ça commence par les études jusqu'à aujourd'hui, encore, pour différents biais, mais et c'est les rencontres. Et en fait, il y a eu beaucoup de rencontres qui ont changé le parcours, ma vie et tout. Et ces rencontres-là, je suis loyal en tout cas. Et ceux qui m'ont aidé à des moments, je sais m'en souvenir. Et en tout cas, j'essaye. Et au-delà de ça, sur les moments clés, il y a plusieurs moments de bascule. Il y a le moment où je pense un des premiers moments de bascule, vraiment, j'étais un timide compulsif, D'accord. et que c'est à l'excès. Et je prends une présidence de la PGA en 2011, et je leur dis, on va faire les 25 ans. Bon. Et on va inviter tout le monde. Finalement, on me disait, c'est pas possible. Alors moi, généralement, quand on me dit, ça va être compliqué, c'est pas trop possible, généralement,
final, on y arrive. Et, et à l'époque, donc j'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Et, et je me retrouve à parler devant 200 personnes. Donc j'avais une boule au ventre énorme. Et là, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que je fais? Et je pense que les premières phrases, personne ne comprend ce que je raconte. Et puis après, je me prends au jeu. Et puis finalement, maintenant, prendre la parole en public me fait plus du tout peur. J'ai toujours un peu de trac parce qu'il faut faire les choses bien. Mais au-delà du tract, il y a pas de stress maladif, en tout cas. Euh, et donc ça, je pense que c'est un des moments un peu de bascule. Après, c'est le moment aussi au premier client. T'es celui qui te dit oui, je te fais confiance. Alors qu'on est quand même, ce que je dis souvent, un métier de cheveux gris. Donc j'avais 27 ans, j'étais tout juste diplômé, et j'ai un premier client et une belle boîte hein, qu'on accompagne toujours, là, qui est une start-up techno, etc. Et il signe avec toi. Il te fait confiance. Il te fait confiance pour ce que tu lui as envoyé comme message. Et là, tu te dis, OK. Tu vois, t'as une sorte de satisfaction. Alors, les premiers clients, t'as toujours cette satisfaction. Après, ça se fait plus naturellement, mais le premier restera. Et d'ailleurs, je lui dis toujours, je lui dis, t'es le premier à m'avoir fait confiance. Moi, je ferai tout pour que ta structure réussisse le mieux possible. Et c'est devenu une relation amicale. Ouais. Donc ça c'est des moments importants. Et puis après, à chaque étape, quand on m'a proposé des présidences diverses et variées ou m'investir dans des projets, en fait, des fois je me dis, mais pourquoi moi? Je suis pas sûr d'être toujours la bonne personne. Et puis une fois que je suis dans le poste, je m'investis plus que de raison. Alors, j'en ai envie par certains et d'autres on est venu me chercher. Donc voilà. Je vais faire le contre-pied. Quels ont été les plus grands défis pour toi, ou erreurs, ou apprentissages, on va dire, et comment tu as réussi à les surmonter, et si c'est une expérience en fait que tu en tires Sur maintenant? les grands défis, c'est enfin je sais pas s'il y a des grands défis d'ailleurs. En fait, on est plutôt Peut-être des échecs que tu as eus, mais ouais, bah alors les échecs, il y en a toujours. Hein. Il y a enfin des clients, les premiers clients qui te refusent, où t'arrives pas forcément à comprendre pourquoi, puisque tu as mis une énergie, t'as l'impression d'avoir compris le besoin, t'as fait une propale qui tenait la route, t'as essayé de faire les choses correctement. Et là, tu te remets en cause un peu tout le temps. Euh, Même en termes de management, il faut essayer de faire les choses correctement. Ouais. Alors, j'ai de la chance, j'ai une équipe qui est relativement stable, parce que en 9 ans chez Affijec, c'est 8 ans chez Affijec, j'ai eu une seule démission. c'est bien. Voilà, une petite équipe d'une quinzaine de personnes, là, si on prend tout le monde. Donc la pyramide montant, le portefeuille montant, tout va bien. Et à un moment donné, il y aura peut-être un petit goulot d'étranglement. Là, d'ailleurs, c'est un des sujets du départ de ma manager, là, avec qui on a créé le pôle à l'époque et qui est parti chez un de mes clients, accessoirement. Donc ça, on a du mal un petit peu à l'encaisser. Donc je sais pas si on considère que c'est un échec, mais on lui avait proposé de s'associer avec nous, de poursuivre l'aventure avec nous. Elle a fait un autre choix personnel. Euh, mais, euh, mais voilà, donc les échecs, oui, on les prend. On n'a pas que des victoires, mais je regarde surtout les victoires et des nouveaux clients, faire grandir les collaborateurs. Là, j'ai un collaborateur qui a eu le DEC l'année dernière, j'en ai un qui devrait, j'espère, l'avoir cette année. Ça, c'est des réussites pour moi, de les faire grandir, les accompagner dans ça. Et quand les clients grandissent, les collaborateurs grandissent, qu'on s'épanouit tous, qu'on s'amuse, qu'on bosse beaucoup quand même, mais on s'épanouit dans ce qu'on fait, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et voilà, on continue à prendre tous les projets de front. Ouais. Justement, j'aimerais que tu me donnes un conseil ou un message qu'on pourrait donner à ces jeunes. Quel message tu leur transmettrais à ceux qui hésitent encore à venir dans la filière? Moi, j'ai envie de leur dire, voyez, alors déjà, ouvrez la porte d'un vrai cabinet. Venez voir c'est quoi le métier d'un expert comptable.
c'est pas l'image qu'on a sociétalement du comptable de la petite entreprise ou de la petite asso qui est derrière sa calculette et machin. Ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. On est parfois dans la profession, on s'auto-flagelle en disant il faudrait qu'on fasse du conseil demain parce qu'on va gagner du temps à faire du conseil. Mais en fait, on fait tous du conseil toute la journée. En fait, on appelle ça de l'accompagnement, mais l'accompagnement c'est du conseil de base. Et quand on répond aux questions du client, c'est du conseil. Donc, on est un métier de conseil aujourd'hui. On produit de la transparence, de la sérénité pour les clients, de la confiance sur tout l'environnement juridique, fiscal, social des clients. Et ils ont besoin maintenant qu'on passe à l'étape d'après, être presque en prédiction, enfin, sur les sujets prédictifs. Et donc, ça, c'est compliqué, parce que ça, il faut qu'on ait la donnée à l'instant T, presque, et qu'on puisse projeter. Bon, la société va là-dedans. Je ne sais pas si on y arrivera dans des manières avec des... Enfin, en tout cas, des éléments probants pour projeter, mais il va falloir qu'on instantanéise de plus en plus l'information comptable et qu'on continue à développer tout ce qu'on fait à côté. Et le rôle de l'expert comptable, c'est d'être le fameux bras droit du dirigeant, d'être son psy de temps en temps, d'être son confident parfois, et très souvent celui avec qui il réfléchit sur sa stratégie parce qu'en fait on est les seuls en fait à qui il peut se confier. Si il confie, un client confie sa petite défaillance, sa petite hésitation auprès de ses clients, ça marche pas. Auprès de ses associés non plus. Auprès des dirigeants, rarement. Auprès de tout l'écosystème, en fait, il a personne à qui parler et à qui il peut avoir confiance. Nous, on est extérieur à tout ça. On est indépendant à tout ça. Et en plus, on a le recul suffisant de tous les autres clients qu'on a en expérience pour dire ce que tu es en train de faire, peut-être que moi je l'aurais fait différemment. Après, il nous écoute pas, ça, c'est son choix, mais on apporte une vue extérieure avec un peu de recul. Et en fait, ils viennent chercher ça. Et dans les années qui viennent, il va falloir comme dirait le concert en ce moment avec qui je travaille beaucoup, il faut réenchanter la relation client. Il faut la réimaginer, il faut la repenser et on doit recréer du lien avec, encore plus à l'ère de la facture électronique où avant les clients venaient vers nous pour faire la déclaration de TVA. Maintenant, en fait, c'est nous qui allons devoir aller vers eux. Donc ça change complètement la philosophie de la communication. Et il faut qu'on apprenne tout ça. Et je suis intimement persuadé, pour finir de convaincre, c'est que c'est un beau métier, qu'il y a de la place pour tout le monde gagne correctement sa vie, l'avenir est radieux, j'en suis intimement convaincu et j'ai 100% confiance en ça que les modèles économiques vont changer, les modèles de rentabilité vont changer, les modèles de facturation vont changer, les relations clients vont changer, tout ça, ça va changer. Mais ça changera toujours. Dans 5 ans, on pourra se redire la même chose. Mais par contre, nous, on restera. Et ça, c'est sûr et certain. Les collaborateurs sont peut-être pas tous les mêmes que ceux qu'on a aujourd'hui, mais c'est pareil, ils évolueront, on aura d'autres collaborateurs, et voilà, et tout va se mettre en place, et il n'y a pas de sujet. Ce que je dis souvent, c'est que la génération qui est partie en retraite ces dernières années, ils ont eu 2 ou 3 mutations en 40 ans de carrière. Nous, c'est pas ma génération, on bosse depuis 10-15 ans, on en a déjà connu quasiment 2 en 10-15 ans. Donc on finira notre carrière avec peut-être 10, 15 mutations technologiques, c'est rien. Après l'IA, il y aura autre chose. Ça veut dire juste qu'on doit s'adapter plus vite, c'est tout. Complètement d'accord avec toi. Je voudrais qu'on fasse un petit point sur ton présent. À quel moment tu as ressenti que tu avais quand même réussi professionnellement? Le moment où tu t'es dit, quand même, quand je regarde dans le rétro, je suis fier de moi. Ça, c'est quelque chose qui est très dur à me dire à moi-même, mais le jeune qui était à Châlons et que maintenant il est à Paris alors qu'il voulait pas à Paris. Je pense que j'ai l'impression de réussir, enfin de réussite quand je vais sur mon staff, là où il y a mes équipes, et que je les vois. Pour la plupart, ils sont arrivés en stage chez nous. Aujourd'hui, il y en a qui sont managers de l'équipe après 5, 6, 7 ans.
Et je vois qu'on évolue tous, qu'on grandit tous, qu'on avance tous dans nos vies personnelles aussi, et qu'on essaye de trouver ces fameux équilibres, vie pro, vie perso. Donc j'ai envie de dire, la réussite, c'est plutôt de voir mes équipes, voilà, être, je l'espère, épanoui dans ce qu'ils font, mais en tout cas, je pense que c'est le cas. J'aimerais maintenant avoir ta méthode. Ta méthode pour gérer ton emploi du temps actuel, parce que tu es expert comptable associé, président de l'IFEC Île-de-France, élu au conseil régional Île-de-France. Tu gères comment? Vu que tu m'as dit que tu dormais. Explique-moi comment tu arrives à gérer tout ça. Il n'y a pas que ça en plus, hein. Il y a quelques Oui, j'ai pas autres tout trucs. mis, hein, mais t'es pas mal occupé, quoi. Est-ce que tu fais toutes tes différentes actions sur la même journée? Est-ce que tu dispatches une journée au cabinet, ainsi de Non, suite, mais quoi? alors, aujourd'hui, tout est complètement mélangé. On passe du coq à l'âne en permanence, mais comme on passe d'un dossier à un autre, donc là, on passe. C'est pas que des dossiers clients, des fois des dossiers confrères, institutionnels, syndicaux ou autres. Euh, on essaie de s'organiser, de s'entourer. Je dis souvent, j'ai pas de grande qualité, mais je pense que j'en ai eu une, c'est que euh, j'essaye d'embarquer tout le monde avec moi quand je pars, que ce soit quel que soit au cabinet, au syndicat, dans l'institution, dans tous les sujets. Moi, je prends l'étendard, je pousse les sujets et je les pousse pas tout seul parce que sinon on n'y arriverait pas. Donc en fait, à chaque fois que je suis quelque part, il y a toute une équipe derrière que j'essaye de mettre le maximum en avant. Parce que l'idée, c'est qu'on est tous de passage, hein, surtout dans les sujets institutionnels. Donc c'est de préparer le témoin pour les suivants. Et, euh, et donc voilà, donc c'est systématiquement des équipes avec qui on travaille. Donc c'est de l'organisation, c'est de la mise en place, c'est des points réguliers avec tout l'avancement de tous ces sujets. Parfois c'est des points courts, hein. De temps en temps mes équipes me disent c'est sympa Pierrick, mais on te voit entre deux portes pour prendre des arbitrages pour des clients, donc ça serait bien qu'on prenne un peu plus de temps. Donc je prends le temps quand c'est nécessaire, ça c'est sûr, de toute façon on n'a pas le choix. Donc il y a des moments cristallisés qui sont importants euh, sur chacun des sujets, mais maintenant il faut effectivement aussi être capable de trancher vite et de prendre des positions vite pour pas procrastiner sur des choses qui sont inutiles. Donc généralement avec moi, ce qui est inutile est minimisé. Je vais faire, je vais te poser la question autrement. Est-ce que tu t'ennuierais pas en faisant que expert comptable? Sans l'engagement du Sans tout tous le les reste. engagements, tout ce que tu as fait à côté, tu t'ennuierais pas? Ma mère m'a toujours dit quand depuis que je suis tout petit, il faut pas me laisser 30 secondes à rien faire parce que j'ai 12 projets qui sortent et qu'après il faut suivre. Donc je pense que si je n'étais que expert comptable, j'aurais des projets d'expert comptable nouveaux. Là, on est en train de lancer une nouvelle ligne d'offres au sein d'Afigec. Bon, tu créerais au moins 4-5 pôles au moins par an. Tu t'ennuierais. Ouais, voilà, j'ai le problème, c'est que faut pas me laisser trop à réfléchir, sinon je comble très vite le vide. Maintenant, une question assez dure que je pose à chaque fois, c'est pour toi, est-ce que tu pourrais me décrire l'archétype de l'expert comptable, comment tu le vois? C'est quoi ton expert comptable en 2026? Alors c'est marrant que tu dis ça parce que donc je vais être rapporteur là du congrès de l'ordre en septembre 2026 là, à Paris. Vous voyez encore un projet supplémentaire. Faut y Oui, alors aller, rapporteur. ça consomme un peu de temps aussi. Ça aussi, ça consomme un peu. Ouais. Mais c'est d'une richesse incroyable, c'est une vraie aventure et que j'espère. On est à mi-chemin parce qu'on a été informé au mois d'octobre, c'est en septembre prochain. On n'est pas tout à fait à mi-chemin, mais on a déjà fait un bon bout du parcours, même si ça a monté crescendo. Et c'est un petit peu l'objectif de ce congrès, c'est de se. Bon, il y a la facture électronique, évidemment, ce bascule-là, mais c'est aussi comment on se projette et comment on se voit en tant qu'expert comptable de demain, si tu veux. Euh, Moi, bizarrement, je pense que il sera fondamentalement pas vraiment différent de celui d'aujourd'hui. En tout cas, celui que je vois aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est celui qui accompagne les clients,
qui gère des équipes, qui fait le lien entre tout ça, qui techniquement a la hauteur suffisante pour prendre le recul suffisant pour donner de la sérénité, de la confiance et proposer de la valeur, quelle qu'elle soit la valeur demandée par son client. Donc on fera ça, on fera exactement la même chose, à la condition de ne pas perdre son socle régalien et son indépendance, tout en s'adaptant à tous les nouveaux outils. Les outils, c'est pas nous. Nous, on fait pas les outils, on s'appuie sur des éditeurs en compta, en paye, en juridique. C'est pas nous c'est pas ça notre métier. Donc si les outils changent, bah, on changera en adéquation. Nous, notre valeur, c'est du cerveau qu'on met à disposition des clients. Donc des fois, il y a du cerveau avec quelques tâches répétitives, on les fera plus, mais c'est pas forcément les experts comptables qui le font, ça, hein, on est d'accord. Donc, si l'archétype de l'expert comptable, je pense que ça sera à peu près le même qu'aujourd'hui, mais il utilisera la data différemment, il utilisera l'IA différemment, il aura toujours ses équipes sur qui s'appuyer, et je l'espère, il aura toujours les clients qui nous feront confiance, et je ne crois pas à l'IA qui nous remplace, même l'IA la plus intelligente du monde. Elle répond à la question qu'on se pose, et souvent les clients ne savent pas quelle question il faut qu'ils se posent. Donc on est là pour vulgariser la question au client quand il nous exprime son problème, pour poser la question. Au pire, on sera là pour poser les questions et des IA qui nous répondront. Puis on a besoin de l'humain, c'est essentiel quand même. La relation humaine est la base de tout. Les personnes clés dans nos cabinets, c'est les associés, pas les signataires. Les signataires, c'est ceux qui ont la relation avec les clients et qui ont la relation avec leurs équipes. C'est que de l'humain. Et après, il faut arriver à mettre en place l'organisation et la méthode de travail dans le cabinet. Donc ça, c'est le côté entrepreneur. Mais pour faire le lien entre les collaborateurs, les clients et l'associé. On va aller sur la partie 5 avant de terminer. Ton futur professionnel. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer tes projets pour cette année? Tu as un peu évoqué un petit peu le congrès. Ouais, alors cette année, il y a pas mal de projets, puisque... Tu te mets des limites à 5 projets par an ou pas du tout? Non, alors des fois, on me dit, je sais pas dire non. Oui, disons-le. C'est le problème, c'est que généralement, quand ça m'intéresse, j'ai envie de le faire, et puis après, il faut le mettre en place. Et des fois, et là pour le coup cette année, ça risque d'être une année un peu compliquée, parce qu'il y a suractivité, puisque moi, donc, comme tu l'as compris, j'ai des sujets politiques, il y a les élections municipales qui tombent en pleine période fiscale, donc j'ai une double saison. Déjà, on lance un nouveau projet, une nouvelle ligne de service prochainement avec Afigec, dont je pilote le projet. On a du coup le congrès à piloter, donc je suis rapporteur avec Charlotte Pachevaillant et Emmanuel Lejeune et Elviers et Cloca, dans lesquels on espère en tout cas amener aux confrères la vision qu'on a de la profession pour les prochaines années. Donc on va annoncer là dans les prochains jours, semaines, les thèmes du congrès, donc ça sera bientôt officiel. Et on espère voir beaucoup de confrères sur le congrès, parce qu'on est en train de préparer vraiment un congrès exceptionnel, je pense, qui soit et dans le concret de l'actualité de la facture électronique et un peu en projection pour justement se porter sur les années qui viennent. En plus de ça, donc le syndicat dans lequel on est tout le temps investi, on a beaucoup d'événements au cours de l'année, donc on va poursuivre. Hein. Je suis président depuis 1 an en Île-de-France, et ça a bien marché. On a plus de 1000 confrères qui sont venus à nos événements en Île-de-France l'année dernière, d'inscrits et présents. Et l'idée, c'est de poursuivre cet investissement et ce développement. Et puis aussi un projet personnel sur l'année qui vient, puisque on va avoir une très bonne nouvelle dans le mois de juin. Donc ça fait un projet perso en plus à gérer dans les projets professionnels. Félicitations. Merci. En plus, tu auras
Normalement, fini la période fiscale. Alors normalement j'aurais fini la période fiscale, la période compte c'est mi-mai, les comptes de campagne c'est le 22 mai, le bébé c'est le 13 juin, le 30 juin il y a un peu d'audit mais on va faire en sorte que ça passe, et après le congrès du 16 au 18 septembre. Maintenant, je voudrais avoir ta vision. Où est-ce que tu seras dans 10 ans? Est-ce que tu as un peu réfléchi? Oui et non. Dans 10 ans, moi, de toute façon, il me reste au moins 30 ans à faire si on considère que 65 ans est toujours l'âge légal de départ, parce que je viens d'avoir 35. Donc, moi, je me projette au sein du groupe Afigec. Je crois que on est un groupe sain, on a un collectif d'associés avec qui on s'entend bien, avec qui on partage la vision. On souhaite rester indépendant, on souhaite développer en croissance mesurée, en tout cas le groupe, hein, que ce soit de l'interne ou de l'externe. On va intégrer encore une fois toutes les nouvelles technologies, toutes les ressources dont on aura besoin. On fera évoluer le groupe. Et donc je verrai dans 10 ans où on en sera dans le groupe, mais l'idée c'est toujours au sein de Figec. Est-ce que tu t'es mis des petits objectifs? T'aimerais bien voir telle chose, t'aimerais bien même des projets personnels ou je sais pas. Oui, on a forcément des objectifs qui sont dans un coin de la tête. Maintenant, c'est toujours un peu trop tôt pour le dire, mais non, il y a des objectifs très court terme, des peut-être les prochains mois professionnellement au sein d'Afigec, et d'autres projets effectivement à moyen et long terme, que ça soit au sein d'Afigec ou dans les syndicats et les institutions. De toute façon, je serai quelqu'un qui restera engagé dans la profession. Je crois en cette profession, je crois qu'elle mérite qu'on s'y engage, et il faut rester vigilant parce que l'écosystème, la financiarisation, le régulateur qui peut commencer à s'intéresser à notre ordonnance, les régulateurs professionnels qui existent ou qui arrivent. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait une veille vis-à-vis des pouvoirs publics et politiques pour qu'on s'assure bien la pérennité de notre profession, tout en sensibilisant les confrères sur ce que ça implique, enfin ce que leur choix implique aussi vis-à-vis de tout ça. Donc quand on dit, quand l'ordre dit oui, il y a des contrôles qualité, oui, il faut faire ces labs, oui, il faut, etc. En fait, on protège notre exercice professionnel et la pérennité de la marque Expert Comptable. Enfin, C'est ton souvent, socle. c'est aussi, ben oui, c'est le socle, et deux, la reconnaissance de l'expert comptable, c'est d'être un tiers indépendant qui juge, qui prête très près de serment, c'est un autre sens, de respecter les lois et de les faire respecter. Et donc on a cette obligation et cette contrainte professionnelle de devoir de toute manière garder cette légitimité, et cette légitimité passe par un mot, je crois, qui est important, conserver son indépendance quoi qu'il arrive. Dans tous les sens du terme du mot indépendance, pour qu'on reste ce tiers de confiance au service de la société, de la cité, parce qu'on est quand même là pour les taxes, hein, pour les bases de taxes. Il faut pas le minimiser, hein. On a cette prérogative notamment pour ça, qui va être challengé, qui l'est déjà par la justice, qu'il sera demain par le marché. Et donc, il faut être vigilant à tout ça. Et en tout cas, je resterai un fervent défenseur de notre profession et de notre mode d'exercice comme il existe aujourd'hui. Pour finir l'interview, j'aurais te proposé de jouer au jeu Confession intime. Le but, c'est que je te pose des questions, tu réponds seulement vers plus ou moins. C'est pour que les auditeurs apprennent à mieux te connaître. Ok. Au niveau de la charge de travail, est-ce que tu travailles plus ou moins de 50 heures par semaine? Plus. Au niveau du cercle social, est-ce que tu as plus ou moins de 10 amis proches? Plus. Ah, celle-là, elle est intéressante, tu vas voir. Est-ce que tu dors plus ou moins de 8 heures par nuit? Probablement moins.
ça dépend les jours. Au niveau des congés annuels, est-ce que tu prends plus ou moins de 5 semaines par an? Je prends 5 semaines. Et au niveau de ta retraite, tu l'envisages à plus ou moins de 65 ans? Alors, j'en suis tellement loin que j'en sais rien. J'ai le sentiment que je serai engagé jusqu'au bout, pas forcément dans la profession, peut-être différemment, mais que avoir une retraite assis à la pêche, je suis pas bien sûr que ça me ressemble. Voilà. Bah écoute Pierrick, on te remercie. On en a appris plein de choses et puis ça nous donne envie de faire ce beau métier. Merci à toi en tout cas pour l'interview. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.